Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, début du chapitre des probabilités en mathématiques CST de 5e secondaire. Première capsule sur les probabilités, ce sera un rappel de différents éléments, différentes notions que vous avez vues à travers les années au secondaire, avant qu'on tombe dans le nerf de la guerre. Donc, dans ce chapitre-là, on verra ce qu'est une probabilité conditionnelle et on calculera aussi l'espérance mathématique d'un jeu. Essentiellement, c'est le chapitre, c'est le module, mais avant toute chose, on doit revoir certains éléments qu'on va réutiliser. Donc, au niveau des probabilités, donc c'est quoi une expérience aléatoire? C'est une expérience dont le résultat relève uniquement du hasard. Okay? Donc, quand on parle de probabilité, on doit avoir une notion d'hasard qui vient s'afficher. Par exemple, je tire un dé, à moins qu'il soit pipé, à moins qu'il soit truqué. Si je lance un dé, c'est une expérience aléatoire, étant donné que je ne sais pas quelle face j'obtiendrai sur le dessus quand je lance mon dé. Si j'ai un sac avec différentes baies de couleurs, donc des baies bleues, des baies rouges, des baies vertes, et que je mets la main à l'intérieur du sac sans tricher, bien évidemment, et que je pige une bille et que je m'intéresse à sa couleur, c'est une expérience aléatoire parce qu'elle dépend du hasard. Quand on dit que c'est une expérience aléatoire simple, c'est qu'il y a une seule étape. Donc, par exemple, je mets la main dans mon sac de billes, je pige une bille et je m'intéresse à la couleur. Par contre, si je le fais en plusieurs étapes, donc je pige par exemple 2 billes successivement dans le sac, on dit que c'est une expérience aléatoire composée. Alors ici, je viens de vous donner 2 exemples d'expériences aléatoires. Donc, on va seulement écrire un exemple, ce sera suffisant. Donc, lancer un dé à 6 faces. Donc, ça, c'est une expérience qui dépend du hasard et donc, c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire en probabilité. Pour chacune des expériences aléatoires ci-dessous, détermine si elle est simple ou composée. Donc, simple, on se rappelle que c'est à une étape. Composée, on se rappelle que c'est à plusieurs étapes. Ici, là, je te rappelle que je ne remplirai pas tous les exemples dans les sections qu'on va voir dans cette capsule-ci. Je te rappelle que ton boulot par la suite, c'est d'aller compléter les exercices pour t'assurer que ta compréhension est bonne. Donc ici, par exemple, lancer successivement 2 dés à 6 faces numérotées de 1 à 6. Donc ici, il y a 2 étapes parce que j'ai 2 dés à lancer. Donc ici, on dit que l'expérience aléatoire va être composée parce qu'il y a plusieurs étapes à mon tirage. Deuxième élément que je dois revoir avec toi, c'est ce qu'on appelle l'univers des possibles. Donc, l'univers des possibles, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Rappelle-toi, on la notait avec le signe grec oméga. Je te ferai un exemple dans quelques instants. Donc, quand je dois énumérer toutes les possibilités de mon expérience, on appelle ça l'univers des possibles. OK? Petit aparté ici pour la deuxième phrase, j'y reviendrai. Le nombre total de résultats possibles dans une expérience aléatoire composée est égal à la multiplication du nombre de résultats possibles de chacune des étapes. Parce que toi, si tu as une expérience aléatoire composée, donc tu as plusieurs étapes à ton expérience et que tu dois énumérer l'univers des possibles, donc l'ensemble de toutes les possibilités, ben ça serait le fun avant de te lancer de savoir combien tu es supposé en avoir pour t'assurer que tu n'en oublies pas au passage. Comment savoir, quand j'ai une expérience aléatoire composée, combien de résultats j'aurai? Bien, je vais faire la multiplication du nombre de résultats possibles de chacune des étapes. Je te donne un exemple concrètement. Donc, par exemple, je lance un dé et par la suite, je lance aussi une pièce de monnaie. OK, donc ça, c'est une expérience aléatoire composée parce que si j'ai 2 étapes, je lance un dé et je lance une pièce de monnaie. Si je dois ici énumérer toutes les possibilités, donc l'univers des possibles, comme je te dis avant de te lancer, ça serait le fun de savoir combien qu'on a de résultats possibles. OK? Donc, nombre de résultats possibles, comment
trouver ça pour avoir une idée avant de se lancer. Donc, on doit prendre chacune des étapes et multiplier les possibilités de chacune des étapes. Donc, je m'explique. Ici, si je lance un dé, combien j'ai de possibilités en lançant mon dé? Ben, j'ai 6 faces. Et quand je lance ma pièce de monnaie, quelles sont mes possibilités? Pile ou face. Donc, j'ai 2 résultats possibles à cette étape-là. Donc, 6 fois 2, 12. Donc, si j'avais ici à énumérer l'univers des possibles pour cette expérience-là, je devrais avoir 12 résultats possibles à l'intérieur de mon accolade qui détermine mes résultats. Okay. Exemple. Quel est l'univers des possibles de chacune des expériences aléatoires suivantes? Donc, par exemple, lancer un dé numéroté à 6 faces. Donc, j'écris l'ensemble des possibilités. Donc, je dois écrire oméga égale. Et là, j'ouvre une accolade pour aller écrire mes possibilités, l'ensemble de tous mes résultats possibles. Donc, si je lance un dé, ben, je peux avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6. Faites attention, OK? Au niveau de la communication mathématique, c'est toujours bien important. Mais ici, particulièrement en probabilité, souvent, là, on accroche beaucoup au niveau de la communication. Donc, quand on écrit l'univers des possibles, là, ben, ça prend le oméga, ça prend le égal, ça prend les accolades, puis à l'intérieur, ça prend toutes les possibilités. C'est ça. OK? Il n'y a pas d'autre choix possible au niveau de la communication mathématique. Donc, faites bien attention à comment vous écrivez les affaires. Si je regarde le troisième exemple, pour aller déterminer l'univers des possibles ici, on lance 2 pièces de monnaie et on s'intéresse aux faces sur lesquelles elles tombent. Donc ici, c'est une expérience aléatoire composée, hein, parce que j'ai deux étapes ici, donc je lance 2 pièces de monnaie successivement. Quand je vais aller écrire l'univers des possibles, comme j'ai 2 étapes, je vais devoir jumeler les résultats à chacune des étapes, je vais devoir le mettre entre parenthèses. Okay? Par exemple, je lance mes 2 pièces de monnaie. Qu'est-ce que je peux obtenir successivement? Ben, je peux obtenir pile et par la suite pile. Ça, c'est un résultat possible. Par la suite, je peux obtenir pile et face par la suite. Ça, c'est un deuxième résultat. Qu'est-ce que je peux obtenir? Je peux obtenir face pile et je peux obtenir face-face. Donc, quand j'ai plusieurs étapes à mon expérience, je dois mettre mes possibilités entre parenthèses parce qu'elles sont combinées l'une avec l'autre. Prochain élément que je dois te parler au niveau de la représentation de l'univers des possibles. OK? Je reviens pour les premiers. Je vais directement ici au diagramme en arbre que tu connais, malheureusement ou heureusement. Donc, je te rappelle comment fonctionne un diagramme en arbre si on veut illustrer toutes les possibilités. Je te rappelais que si je reprends mon expérience de 2 pièces de monnaie que je lance, je te rappelle qu'en secondaire 1, tu faisais l'arbre des probabilités, rappelle-toi, tu mettais tes expériences, donc ici les 2 lancés, et là, rappelle-toi ce que tu faisais. À la première pièce, je peux obtenir pile, face. Et là, rappelle-toi, tu avais un point de départ, tu mettais les possibilités. Par la suite, si j'obtiens pile à la première pièce, qu'est-ce que je peux obtenir sur la deuxième pièce? Je peux obtenir pile et face. Mais là, rappelle-toi, tu construisais ton arbre comme ça. Hein? Et rappelle-toi, au bout, tu m'écrivais les résultats possibles, ce qu'on vient de faire dans l'oméga. Tu m'écrivais ici pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. Ça, c'est une façon de représenter l'univers des possibles. Là, je te vois le visage changer à travers mon écran. Ouf, majoritairement, construire un arbre des probabilités, ce n'est pas quelque chose que vous adorez. Je vous rassure tout de suite, je voulais vous rappeler que le diagramme en arbre, c'est une possibilité pour représenter notre expérience, mais ce n'est pas la façon de représenter qu'on va choisir cette année. Je voulais quand même t'en rappeler. Te le rappeler, en fait, pour que tu puisses te rappeler des bons souvenirs ou des souvenirs tout court.
Nous, quand on va aller représenter nos possibilités, on va surtout aller utiliser ce qu'on appelle un tableau à double entrée ou un diagramme de Venn. OK? Par extension, là, c'est ce qu'on a fait. OK? Je le réécris ici, là, mais c'est ce qu'on a fait à la page précédente. Donc, par extension, pour aller illustrer l'univers des possibles, c'est ce qu'on a fait à la page précédente. Je prends le temps de le réécrire. Mais moi, ce qui va m'intéresser cette année en probabilité pour aller représenter nos possibilités, ça va être le diagramme de Venn et le tableau à double entrée. Vous allez voir, on va y revenir quand même régulièrement. C'est comme ça qu'on va, ça va être comme ça avec l'une ou l'autre de ces deux possibilités-là qu'on va travailler. Donc, un diagramme de Venn, c'est quoi? C'est un ensemble de bulles qui va représenter ce qu'on a. Donc, par exemple, ici, on a deux pièces de monnaie. Donc, on a la pièce 1 et on a la pièce 2. Et puis, ces deux bulles-là se recoupent parce que ici, à l'intérieur, j'y reviendrai, mais ça, c'est ce qu'il y a commun aux deux pièces. OK, dans mon exemple ici. S'il y avait quelque chose qui n'était pas commun à la pièce 1, mais seulement à la pièce... s'il y avait quelque chose, pardon, qui n'était pas commun à la pièce 2, mais seulement pour la pièce 1, j'écrirais mes possibilités ici. Même chose de l'autre côté pour la pièce 2. Ce qui est au centre ici, c'est ce qui est commun, hein, clairement. Les deux cercles se recouplent. Donc, c'est ce qui est commun. Exemple ici, bon, est un peu boiteux, mais dans les faits, ici, mes deux pièces qui est de commun, ben, c'est clairement, je peux obtenir pile sur les deux pièces et face sur les deux pièces. Mais tu verras dans les prochaines capsules, on verra d'autres façons, en fait, d'autres exemples qui nous permettront d'utiliser le diagramme de Venn à plein escient. OK? Donc, sache que c'est des bulles comme ça qui se recoupent. On identifie toujours notre bulle. On met ce qu'il y a de commun au centre, puis de chaque côté, bon, on met ce qui n'est pas commun à l'autre. Mais j'y reviendrai. Dernière façon de représenter qui va m'intéresser cette année, c'est ce qu'on appelle le tableau à double entrée qu'on utilisera aussi. Donc, comment travailler ici avec notre exemple de pièce de monnaie. Donc, dans les faits, qu'est-ce qu'on a? On a la pièce 1. Sur la pièce 1, on a pile et on a face sur la pièce 1. Donc, dans le fond, sur la première ligne ici, tu vas aller mettre les résultats possibles de ta première étape. Ici, c'est les résultats possibles sur la première pièce, dans mon exemple. Mais si c'était qu'on pige une bille de couleur dans un sac, ben, tu mettrais les couleurs, donc bleu, jaune, vert. Donc, ici, tu aurais 3 colonnes. Donc, on met dans la première ligne ici les résultats possibles de la première pièce. Et en colonne, je mettrai les résultats possibles de la deuxième pièce. Si dans mon expérience, comme l'autre exemple que je vous disais, si jamais j'avais un sac puis je pigeais la couleur de la bille, donc vert, jaune, bleu, j'écrirais vert, jaune, bleu, troisième colonne. Et si par exemple ma deuxième étape c'était de lancer une pièce de monnaie, j'écrirais pile et face. Donc on met l'ensemble des possibilités. Et qu'est-ce que je mets dans mon tableau? Ben, je vais aller mettre les combinaisons. Donc pile avec pile ici. Pile avec pile. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai pile avec face. Ici, j'ai face avec pile. Et ici, j'ai face avec face. En fait, ici, j'aurais dû l'écrire à l'envers, en fait, parce qu'ici, j'ai bien mentionné que c'était sur la première pièce. Théoriquement, je lance la première avant la deuxième, là. Donc, ici, là, si on est têteux d'être heureux, il faudrait le mettre ici à l'envers, parce qu'on lit la première pièce en premier.
Donc, la première pièce ici, c'est face pile et pile face. Si on veut bien faire les choses, voilà, corrigez ça, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, le tableau à double entrée, j'y reviendrai. Oui, ça nous permettra d'illustrer notre expérience, puis vous allez voir que ça va vraiment être super efficace pour aller faire des probabilités dorénavant. Notion d'événement maintenant. Donc, je vous laisse noter ce qui est ici. Donc, un événement, c'est un sous-ensemble de oméga. Donc, par exemple, je pige une bille dans un sac contenant des billes bleues, rouges, vertes. Donc, un événement, c'est piger une bille verte, oui. Hein, c'est une couleur parmi toutes les couleurs que j'ai dans le sac. Donc, ça, c'est un événement. L'ensemble vide et oméga sont des événements. Donc, si je te dis, c'est quoi la probabilité de piger une bille verte, jaune, bleu dans un sac qui contient des billes verte, jaune, bleu, bien ça, la probabilité va être certaine, bien évidemment. Hein. Clairement, je vais piger une bille. Ça, c'est oméga, donc c'est l'ensemble des possibilités. C'est considéré quand même comme un événement. Si, par exemple, je te dis, quelle est la probabilité de piger une bille noire si dans le sac, il n'y a pas de bille noire? Bien, ça, c'est ce que j'appelle l'ensemble vide, hein, parce qu'il n'y a clairement pas de possibilité. Ça reste quand même un événement, même si ce n'est pas possible. On note l'événement entre accolades. Un événement se réalise si l'un de ses résultats se produit. Et un événement qui est dit élémentaire, c'est un événement qui contient un seul résultat. Donc, par exemple, piger une bille bleue dans un sac, ben, c'est un événement qui est élémentaire parce que je veux seulement la bleue. Si je te dis, c'est quoi la probabilité de piger une bille rouge ou verte, ben ça, c'est pas un événement qui est élémentaire parce qu'il n'y a pas seulement une possibilité. Exemple. Dans les expériences aléatoires suivantes, donne l'événement correspondant à chaque énoncé à l'aide d'accolades. Donc, comment on note un événement? Donc, ici, l'événement, ici, on l'a appelé A. OK, on l'appelle souvent par une lettre majuscule. Donc, comment on note ça? Bien, ici, on lance un dé et on veut obtenir un nombre supérieur à 4. Donc, c'est quoi les nombres supérieurs à 4 sur le dé? C'est 5 et 6. Donc, ça, c'est un événement. C'est un sous-ensemble du dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, clairement. Donc, ça, c'est un événement qui peut se produire ici si on lance un dé. On peut obtenir un nombre supérieur à 4. OK? Par exemple, l'événement C, obtenir 5. Donc, l'événement obtenir 5, il y a pas mal juste 5 dans l'événement. Donc, je vous rappelle que ça, ici, dans le vocabulaire qu'on vient de voir, c'est un événement élémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un élément, un résultat possible à l'intérieur de mon accolade. OK? Je vais vous laisser faire les autres ici sur la page. Question de vous exercer un petit peu à ce sujet-là. Donc, bien important de se mettre en action hein, pour s'assurer que ça va, même si c'est de la révision. On ne peut pas nécessairement considérer qu'on s'en rappelle. Et bien évidemment, en probabilité, hein, on va faire un calcul de probabilité, clairement. Donc, je vous rappelle que quand on calcule une probabilité, la majorité du temps, on l'illustre avec une fraction. Donc, on met en haut les cas favorables, donc ce qui nous intéresse, sur l'ensemble des cas possibles, donc sur le total des possibilités. La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1. 0 étant « ça se peut pas » et 1 étant « certain ». Okay. Il est possible de présenter une probabilité à l'aide d'une fraction, d'un pourcentage ou d'un nombre décimal, qui est notre nombre à virgule. Donc, quand tu calcules une probabilité, tu peux l'illustrer avec l'une ou l'autre des façons d'écrire le nombre. Très, très souvent, moi, je vais y aller en fraction. C'est souvent ça qu'on fait par réflexe. Mais si tu me donnais la probabilité d'un événement en pourcentage ou en nombre à virgule, je ne pourrais bien évidemment pas te le refuser.
Lorsque deux ou plusieurs résultats ont les mêmes chances de se produire dans une expérience aléatoire, on dit qu'ils sont équiprobables. Petit mot de vocabulaire ici au passage. Un exemple ou deux, et je te laisserai compléter. Quand je te disais tantôt que c'est important de bien écrire les choses, si tu lis ceci, détermine les différentes probabilités, on lance un dé, la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 4 sur un dé. Tu as probablement le réflexe tout de suite de mettre la réponse, mais non. OK, il faut mettre la formule avant. C'est quoi la formule? Il faut écrire P de ce qu'on cherche. P pour probabilité. Qu'est-ce qu'on cherche? Je veux un nombre supérieur à 4. Ça, c'est ce que je cherche. Et ce que je viens de t'écrire, c'est pas une option. C'est une obligation si tu veux bien communiquer mathématiquement en probe. Donc, probabilité de ce que je cherche. Maintenant, tu analyses. J'ai un dé. Je vais y aller en fraction. Le dénominateur, c'est l'ensemble des possibilités. Combien j'en ai? Bien, si je lance un dé, j'ai 6 faces possibles. C'est mon dénominateur. Et en haut, c'est ce qui m'intéresse. Je veux un nombre supérieur à 4. Qu'est-ce que j'ai comme nombre supérieur à 4? J'ai 5 et 6. Donc, j'ai 2 possibilités sur un total de 6. Voici ma probabilité. Mais attention, toujours réduire ta fraction. C'est vrai depuis secondaire 1, ce l'est encore. Toujours réduire la fraction. Donc, ici, 2/6 réduit 1/3, une chance sur 3 d'obtenir un nombre supérieur à 4. Dernier exemple, après, je te laisse faire les autres. Aussi en 2, dans un jeu de cartes sans joker, donne la probabilité correspondante à piger une dame. Donc, juste te le dire au passage, parce que des fois, il y en a qui jouent moins aux cartes que d'autres. Donc, dans un jeu de cartes sans joker, tu as 52 cartes. Sache-le. Donc, si je veux la probabilité de piger une dame, j'ai écrit P, parenthèse, qui m'intéresse. Donc, je veux la probabilité de piger une dame. Ça, c'est une obligation, on doit l'avoir. Quelle est la probabilité? Donc, je le mets en fraction. Le dénominateur, c'est combien? Ici, tu as de cartes. Donc, 52 au total. Et en haut, c'est les dames qui m'intéressent. Donc, combien j'ai de dames? On se rappelle que j'ai la dame de cœur, la dame de carreau, la dame de pique et la dame de trèfle. Donc, j'en ai 4. Donc, j'ai 4 cartes qui m'intéressent sur un total de 52. Je ne laisse pas ça comme ça. Je dois réduire la fraction. 1/13. Donc, j'ai une chance sur 13 d'avoir une dame si je pige au hasard une carte dans mon paquet de cartes. Donc, voilà pour ce qui est des rappels sur les probabilités. Important d'aller faire les exercices mentionnés que j'ai passés pour t'assurer que ça va. C'est vraiment la base pour la suite. Alors voilà, bon travail à tous.